La pandémie de la COVID-19 a eu un impact sur la santé mentale des Laurentiens si l'on se fie au CIS des Laurentides qui nous a confirmé que le nombre d'appels logés à la ligne InfoSocial 811 a augmenté de 91 en l'espace d'un an. De plus, les demandes en attente au guichet santé mentale adulte ont grimpé de 30 durant le dernier mois. Nous nous sommes entretenus avec la psychiatre en santé mentale jeunesse, Louise Gendron, sur les effets du confinement et du couvre-feu au sein de la santé psychologique des gens. C'est difficile de suivre ces règles-là. Je pense que tout le monde, on peut avoir des exemples de moments où on se dit, bien là, je peux-tu le faire quand même, là? Tu sais, je vais rester à distance, je vais avoir mon masque, on est pas mal isolé, tout le monde est pas mal isolé, fait que ce serait quoi le risque là, qu'on se rencontre? Fait que ça nous remet aussi face à comment est-ce qu'on réagit face à des règles. Un peu comme les limites de vitesse sur les routes aussi, là. Tu te dis, ben, si je dépasse de 5 km/h, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce que... Bon. Fait un peu le même questionnement qu'on se fait face à ces règles-là, mais là, si je vois ma sœur, puis je suis dehors, puis pourquoi le couvre-feu, là? Pourquoi je pourrais pas, là, juste aller marcher? C'est ça. C'est comme s'il faut une règle stricte pour tout le monde pour que ceux qui ont de la difficulté à juste agir sur le gros bon sens, puis la prudence, puis le sens collectif, pour qu'il y ait un moyen, pour que la société ait un moyen coercitif face à ces personnes-là. Mais on est tout le monde puni. C'est comme dans une classe à l'école, on a tous vécu ça, là, que quelqu'un a fait un mauvais coup, puis on demande, mais c'est qui l'a fait? Bien, toute la classe va être punie tant qu'on ne saura pas qui l'a fait. C'est un petit peu ça, le sentiment, c'est qu'on est tous contraints à des règles qui sont peut-être qu'on peut questionner, jusqu'à quel point ce serait dangereux que j'aille marcher avec quelqu'un après 8 heures le soir dehors, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas, que si on leur donne un pouce, ils vont plutôt aller faire le party. Fait que pour ceux qui font le party, qui sortaient après 8 heures le soir pour aller faire le party ou pour se rencontrer, ben là, c'est tout le monde qui subit cette contrainte-là. Et on s'est déjà parlé de ce que je veux aborder, c'est le stress engendré par la pandémie. Depuis le mois de mars dernier, ça va faire bientôt 1 an qu'il y a un stress quasi quotidien. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais le donner à quelqu'un d'autre? Donc, c'est un stress là, qui perdure dans le temps et ça a des effets. On en avait déjà parlé, mais là, lorsqu'il y a une mesure supplémentaire, qu'est-ce que ça ajoute, ça, chez les gens là, plus fragilisés ou qui sont plus susceptibles d'avoir plus d'anxiété ou de faire une dépression, par exemple? Est-ce que ce couvre-feu-là ajoute justement une couche supplémentaire sur le stress qui était déjà bien présent depuis presque 1 an? Oui, surtout qu'on s'attendait, là, je pense que la majorité des gens s'attendaient qu'en janvier, que tout à coup, ça irait mieux parce que là, les vaccins arrivent, puis là, tout le monde se fait vacciner. Fait qu'on devrait plutôt, c'est comme, on avait un espoir, puis là, on dit, ah, non, c'est pire, il faut rester chez vous. Fait que ça peut créer plus d'anxiété, comme, ben là, quand est-ce qu'on va s'en sortir? Quand est-ce que ça va finir? C'est comme si on n'en voit pas le bout. On a les vaccins, mais en même temps, on nous annonce que ça va être pire dans les hôpitaux, qu'il va peut-être même falloir que les médecins choisissent qui ils vont traiter puis qui ne pourront pas traiter. Ça fait peur, tout ça. Fait que les gens qui sont déjà fragiles, ben ça empire les choses. Il y en a qui se confinent complètement chez eux, qui ne sortent pas du tout. J'ai un jeune qui a 18 ans à peu près, qui a un trouble anxieux sévère avec agoraphobie. Donc, pour lui, c'était déjà extrêmement difficile d'aller à l'école.
Puis il a peur de toutes sortes de choses. Donc, il avait peur aussi de prendre la médication. Avant la pandémie, il avait réussi à ce qu'il soit capable d'aller à l'école presque tous les jours, à ce qu'il prenne la médication pour l'aider. Et puis, on s'en allait du bon côté, là. Là, la pandémie est arrivée. Bon, ben, il restait chez lui. Comme chez lui, il est bien. Il n'y a pas de problème. Chez lui, il ne se sent pas anxieux. Ben, il a arrêté sa médication. Arrive septembre, il n'a pas été capable de retourner à l'école. Il ne veut rien savoir de reprendre la médication. Il ne veut plus. Il est en psychothérapie. Il avait un bon lien avec son thérapeute et il allait le voir toutes les semaines. Il ne peut plus le voir, il n'est plus capable d'aller le voir, il n'est plus capable de sortir. Le psychologue lui a même offert d'aller le voir à la maison, dehors, sur le patio. Il ne veut pas. Il a trop peur de la COVID. Fait que les gens fragilisés, ben c'est sûr que ça vient en rajouter une couche. Puis là, plus ça dure, plus c'est difficile. Ce qu'on a peur aussi, c'est au niveau de la santé mentale des jeunes, c'est au niveau de leur développement. Puis ça peut aller même jusqu'aux tout petits. Des petits de 1 an, 2 ans qui se retrouvent confinés à la maison, à toujours voir le même monde. Les autres ne sont jamais allés au restaurant, ne sont jamais allés magasiner avec leurs parents. Ils n'ont jamais été confrontés à être dans une foule. Quand ça va se lever, là, ça va être quoi leur apprentissage de la société, leur apprentissage de la socialisation. Ça va être difficile. Il y a des choses à rattraper. Même chose pour les adolescents et les jeunes adultes. Quand ça va faire 1 an bientôt, là. Tu sais, quand ça dure 2-3 mois, tu dis, bon, ben c'est correct, c'est pas si pire. Mais là, presque 1 an, quand tu as 14, 15, 18, 20 ans, c'est beaucoup, là. C'est à l'âge où tu te fais un chum, une blonde, où tu découvres le monde, tu arrives au cégep. C'est le temps de développer toutes tes habiletés sociales, puis de te découvrir à l'extérieur de la famille, de développer ton identité autre que celle que tu as dans ta famille. Presque 1 an, là, ça va, on peut s'attendre que ça fasse un changement, que ça fasse quelque chose. Oui, mais j'aimerais aussi qu'on termine sur une note un peu plus positive, d'être dans l'action. Qu'est-ce que chacun d'entre nous pouvons faire, en fait, pour aller mieux? Quelles sont les actions que nous pouvons poser au quotidien pour se sentir mieux dans cette situation qui est très particulière? Oui. C'est important de sentir qu'on a du contrôle sur notre vie. Et puis là, on en a un petit peu moins parce qu'il y a des contraintes qu'on ne s'est pas mis nous autres mêmes, qui nous sont imposées. Alors, dans le contexte, qu'est-ce qu'on peut faire? On a besoin de sentir qu'on a du contrôle, on a besoin d'être en action. Donc, on peut être en action avec les consignes. Donc, je dirais, ben moi, je vais les suivre, je vais faire ce qu'il faut. Puis, aller au-delà de ça, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que je peux aider mon voisin? Je peux-tu aider quelqu'un? Aller faire son épicerie, lui apporter sur ses marches d'escalier? Est-ce que je peux téléphoner, faire des appels téléphoniques pour aider les personnes seules à se sentir un peu moins isolées? Fait qu'il y a des gens qu'on peut aider. On peut peut-être pas aller les voir, mais on peut aider en les appelant, en utilisant toutes les plateformes Internet, Zoom, Video Messenger, etc. Mais faire ce pas-là, faire un pas de plus, pas juste dire, OK, je vais me protéger, je vais suivre les consignes, je vais me protéger, puis je vais essayer de m'occuper, puis de faire des choses dans la maison, mais aussi aller au-delà, puis essayer de trouver des façons d'aider les gens, d'aider la collectivité, d'aider des gens qui mettent sur Facebook des belles photos, des beaux mots. Ça fait sourire, ça fait qu'on se sent moins seul. Puis ça, c'est important. Puis ceux qui ne vivent pas seuls dans leur famille, prenez le temps de vous faire des câlins, de faire des choses qui vont vous faire sourire, qui vont vous faire rire, de danser. Faut créer ces moments-là.
pour pas toujours être juste en train de penser à ça. Puis regarder moins, écouter moins les nouvelles, les regarder moins. Tu sais, une fois par jour, c'est en masse, là. Une demi-heure, il me semble, c'est assez. Quand même qu'on les entendrait répéter, ça ne change rien. Ça fait juste nous nuire. J'ai regardé, tu sais, dans toutes les méthodes, les outils pour devenir plus résilient, il y a quelque chose qui revient souvent. C'est de se concentrer sur le beau, le bien et le bon. Donc, s'entourer de belles choses, regarder des belles images, regarder la nature, aller se promener dans la nature. Le bien, c'est, je vais faire du bien aux autres. On se fait du bien entre nous. Je me fais du bien moi-même. Je vais faire des activités qui me plaisent. Et puis, je vais essayer d'en développer si j'en ai pas. Ou si mes activités étaient seulement sociales, il faut que je trouve un moyen de développer aussi des choses de fun à faire dans la maison. Et le bien et le bon. Trouver le bon regarder le bon dans la société, de se concentrer sur les complotistes ou ceux qui ne suivent pas les règles, puis là, s'enrager après ça, ou ceux qui n'y croient pas, là, s'enrager après ceux qui... ils vont s'enrager eux autres aussi parce qu'ils trouvent que c'est ridicule tout ce qu'on fait. Au lieu de se concentrer là-dessus, essayer de se concentrer sur le bon.